Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Notre invité du jour est Jean-Yves Essoessis, cadre du RHDP. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Un plaisir. Alors, vous avez été séduit par le bilan du président Alassane Ouattara, ce qui vous a poussé à quitter le PDCI RDA pour rejoindre le RHDP. C'est d'ailleurs le sujet de cette émission d'Entre deux News. Avec moi, trois consultants ce soir. Gaël Aouman-Lakba, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et Arsène Anoma, bonsoir à vous, analyste politique Sidi. également. Et puis Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir, Sidi. Au cours de cette émission, nous aborderons deux grands points, à savoir les raisons qui vous ont motivé à adhérer au RHDP et puis votre lecture du retrait de certains partis de l'opposition de la CEI, notamment le PDCI RDA, votre ex-parti politique. Tout de suite, première question. J'ai 56 ans, je n'ai pas envie d'être opposant jusqu'à 70 ans. L'une des phrases fortes que vous avez lancées lors de votre adhésion au RHDP, cela veut-il dire que l'opposition est un espace stérile, selon vous? Déjà, merci de me permettre de m'exprimer après ce bruit qui a été fait suite à cette phrase. Je souhaiterais quand même repréciser les choses aux téléspectateurs. Ma déclaration s'est passée en deux volets. J'ai d'abord fait une déclaration debout, où j'avais un discours écrit. Avant d'attaquer le discours écrit, je me suis adressé au public. Dans le public, j'ai dit qu'au PDCI, même après 50 ans, on nous prenait pour des enfants. Et que moi, par exemple, j'ai 56 ans et j'ai 8 enfants, on me prend encore pour un jeune. Je suis allé m'asseoir après mon discours, et quand on a eu la séance de questions-réponses avec des journalistes, un journaliste m'a demandé ce que je reprochais au PDCI. J'ai expliqué que pour les élections de 2025, octobre 2025, il y avait une chose très importante pour pouvoir prétendre reconquérir le pouvoir, c'était la communication politique. Et que nous étions carents au niveau de la communication politique. Je ne voulais pas, à 56 ans, je ne veux pas rester à l'opposition qu'à 70 ans. Après, les gens ont fait leur mixage, et puis ensuite, ça a fait du bruit. Et on a conclu que j'ai 56 ans, j'ai 8 enfants, donc je suis dans le besoin et j'ai envie de rentrer voilà, je veux quitter l'opposition avant mes 70 ans. Bon, c'est un amalgame un peu fâcheux, mais bon. Alors, bien avant les questions de nos consultants, nous sommes à 6 mois de la présidentielle ivoirienne. Pourquoi maintenant votre adhésion? Mais pour la bonne et simple raison que moi, je suis un analyste politique. Et dans la politique, selon moi, ce sont mes compréhensions de ce que j'ai appris, il y a ce qu'on fait avec le cœur et il y a ce qu'on fait avec la raison. Et de mes analyses, de ce que je vois depuis à peu près un an, la lecture que je fais depuis à peu près un an m'amène à penser qu'il sera très difficile pour l'opposition d'avoir gain de cause en octobre 2025. Pour la bonne et simple raison que nous avons des piliers qui nous permettent de savoir si nous avons une chance de gagner en 2025. Un des piliers, c'est la communication politique. Un autre des piliers, c'est l'arbitre, la CEI, etc. Déjà, au niveau de l'arbitre, nous avons un souci. Nous n'avons aucun moyen de pression. Il y a quelques jours, on vient d'entendre que les partis se sont retirés. Pourquoi maintenant? Alors qu'on aurait pu, on abordera. Mais l'autre pilier, c'est la communication politique. Il faut qu'on soit agressif, il faut qu'on soit présent constamment au niveau de la communication politique. On ne le fait pas. Donc, quand on a un petit peu de recul, à 6-7 mois, quand on voit que les choses ne peuvent pas fonctionner, on prend des décisions fortes. Alors, cette décision, elle est à la fois forte, mais en même temps, elle n'est pas surprenante, puisque je ne change pas d'idéologie. Je suis dans la famille oufouettiste. C'est ça qu'il faut retenir. Le PDCI hors du RHDP, ce n'est qu'une séparation de corps. Ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas la même chose que passer au PPACI, qui est d'une idéologie différente, qui sont opposants. Nous sommes dans l'opposition depuis à peu près 2018-2019. Mais de 2010 à 2018, nous avons gouverné le pays avec
avec le gouvernement qui est en place. Bien, Michel Betta, question? Bon, je suis un peu surpris quand même quand j'entends mon ami et frère, parce que bon, nous les Ivoiriens, on se considère tous comme frères, quelle que soit ta tendance politique. Disons que nous sommes à 6 mois des élections, je crois. Et j'ai lu sa dernière lettre ouverte, où il parlait de Ouattara le bâtisseur. Je ne sais pas si les chantiers de Ouattara, c'est maintenant, ou bien c'est depuis quand ça vous a séduit maintenant, ou bien ça vous a séduit ça fait longtemps, pour qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que l'éveil s'est fait quand exactement. Voilà. Mais écoutez, c'est très simple. Quand vous êtes dans une posture, il faut utiliser tous les moyens de la posture pour obtenir gain de cause. Quand je suis opposant, mais les réalisations de Ouattara ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi je peux l'attaquer, puisque je travaille pour l'opposition. Je suis avec mon parti, je regarde tout ce qu'il a fait, mais je me concentre sur ce qu'il n'a pas fait. Mais quand je passe de l'autre côté, je me concentre sur ce qu'il a fait et j'évite de regarder ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, mieux que ça, mon travail va consister à donner des arguments pour défendre les quelques points de faiblesse qu'il peut avoir. Vous avez le problème social, vous avez la dette, etc. Donc nous allons nous concentrer sur ces problèmes-là qui pourraient être problématiques pour son bilan, nous allons nous concentrer dessus. Ça dépend de la posture dans laquelle nous sommes. Moi, j'étais à l'opposition. C'est tout à fait normal que quand on me parle de ponts, je ne regarde même pas les ponts. Moi, ce que je regarde, c'est bon. Enfin, je ne veux pas en parler là, parce que vous allez retenir ce qui ne va pas, mais je me concentre sur ce qui ne va pas. Mais monsieur Sis, aujourd'hui, vous êtes quoi? Militant du RHDP, c'est ça, non? C'est ça. Simple militant. Simple militant de base. J'ai payé ma carte à 1000 francs il n'y a pas longtemps. Oui, je me suis posé, quand j'ai vu que vous avez payé la carte, je me dis, mais votre adhésion, c'était à l'Hôtel Ivoire, je connais un peu les prix des salles. Oui. Et aujourd'hui, vous venez payer, quand on regarde les prix des salles, on se dit, ben attends, ça c'est des centaines de mille qui sont dépensés pour obtenir la salle. Et puis vous venez payer une cotisation de 1000 francs. Est-ce que c'est pas un peu déplacé? C'est-à-dire, on pouvait vous considérer comme un cadre et vous choisissez de militer avec 1000 francs. C'est pas un peu déplacé? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, vous n'allez pas me faire l'injure de pas savoir que lorsque on organise le passage d'un militant, qu'il soit de base ou cadre, c'est pas aux militants de financer. C'est pas vous qui avez financé. Mais bien sûr que non. Voilà. Mais le RHDP est un parti suffisamment structuré pour organiser un événement, pour accueillir un nouveau militant. C'était en pensée, hein, je dis comme ça, le penser que peut-être qu'il y a un deal en dessous. Votre adhésion au RHDP, c'est pas par conviction certainement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ah non, je ne suis pas quelqu'un qu'on achète. Je ne suis pas quelqu'un qu'on achète. Et j'ai même répondu à une question qu'on m'a posée sur un autre plateau. J'ai même poussé la plaisanterie à aller beaucoup plus loin quand on m'a demandé mes conditions. J'ai dit que je n'ai aucune condition. Je suis même prêt à payer pour aller au RHDP. Alors tout ce qui se dit, que j'aurais reçu 1 milliard, que j'aurais acheté 3 maisons, on m'a offert 4 Yango et compagnie, mais c'est avec un doux sourire que je regarde tout ça, puisque je suis comme j'étais avant, je n'ai signé aucune condition pour y aller. Je ne suis pas allé au RHDP par conviction, j'y suis allé par raison, après analyse politique. Voilà. Et bien sûr, je reste dans ma famille politique. J'aurais été mal à l'aise d'être parti au PPACI, par exemple. Même si j'ai beaucoup de respect pour le président Gbagbo, nous n'avons pas la même idéologie. Voilà. Bien, Gaël Lacroix. Bonsoir, monsieur Sis. Bonsoir. Vous avez déclaré que vous aviez que vous regrettiez un peu ce qui s'était passé lorsque vous étiez en train de venir au RHDP. Est-ce une excuse adressée seulement à l'encontre des responsables du RHDP parce que vous avez critiqué à un certain moment de votre vie le RHDP et à la fin de tout ça, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait dans le temps? Est-ce que vous reniez tout ce que vous avez eu à faire lorsque vous étiez encore avec le PDCI? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au début de votre question, je ne comprenais pas trop les questions, mais comment dire ça? Ça y est, je vois de quoi vous voulez parler. Ça va plus même que vous avez invité les indécis du PDCI à faire comme vous.
vous avez invité les indécis à faire comme vous à venir au RHDP. Oui. Et vous avez dit que vous regrettiez le fait de tout ce qui a bien pu se passer. Voilà. Non, alors précisément, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que je faisais des lettres ouvertes depuis près de 7 ans. Et que dans ces lettres ouvertes, j'attaquais le parti au pouvoir, à travers certains ministres, à savoir, et à travers même le président. Je ne faisais que répondre à des attaques, en fait. Je n'attaquais pas, je défendais. Et j'ai dit que les personnes que j'ai pu heurter à travers ces lettres ouvertes, je m'en excuse, mais que c'est tout à fait dans l'ordre des choses et que c'est comme ça que j'ai toujours été. Quand on attaquait le président Bédié et que je trouvais que c'était injuste, je faisais des lettres de recadrage pour ces personnes-là. Voilà, je ne retire rien, pas une seule virgule de ce que j'ai écrit, mais étant donné que je suis dans une nouvelle famille et que j'ai attaqué des personnes qui y sont, la moindre des choses, c'est de présenter ses excuses, et puis ensuite, derrière, on peut échanger. Bien. Voilà. Arsène Anoma, question, vous voulez rebondir Mais le fait de présenter des excuses n'enlève pas ce que j'ai dit. Je le confirme, et en plus, j'ai même écrit un livre. Donc tout est écrit, les personnes que j'ai attaquées, c'est noté. Certains d'entre eux ont reçu un exemplaire de mon ouvrage, dédicacé par moi, où ils sont attaqués dans le livre. Mais ce qui me couvre et me protège un petit peu, c'est que je n'ai jamais dépassé une certaine ligne rouge quand je fais mes lettres ou quand j'essaie de recadrer. Je reste dans la règle de la courtoisie et de l'élégance. Donc vous clarifiez que vous n'avez aucun regret? Ah non, aucun regret, aucun regret. Bien. Arsène Anoma. Bon, d'accord. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Jean-Yves Esso. Depuis d'abord, moi, je voudrais dire que je n'ai aucun problème avec le fait que vous ayez quitté le PDCI pour le RHDP. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est la même grande famille fautiste. Et puis moi, je suis démocrate et attaché aux libertés. Donc j'estime que le principe de base de la démocratie, c'est de respecter les choix de tout et chacun. Vous étiez dans une famille politique, vous avez estimé à un moment donné que cette famille politique ne répondait plus à vos attentes, vous avez rejoint une autre famille politique qui est la cousine de votre ancienne famille politique. Moi, je n'ai aucun problème avec cela. Lors de votre cérémonie d'adhésion, vous avez porté des griefs sur votre parti que vous quittiez pour justifier, entre autres, les raisons de votre départ. Est-ce que, selon vous, vous avez épuisé toutes les possibilités de pouvoir vous faire entendre par votre parti, ou bien c'est le fait d'avoir des fins de non-recevoir qui vous ont finalement dépité et amené à quitter votre parti, le PDCI, pour le RHDP? Alors, ce n'est pas exactement ça. Je n'ai pas avancé des griefs particuliers contre le PDCI. Et d'ailleurs, je me garderai de le faire parce que voilà, le PDCI est un parti structuré. Quand je parle de grief, vous avez parlé du déficit dans de communication, par exemple. Voilà. C'est ce que j'appelle grief. Voilà, mais c'est uniquement ça. Hein, voilà. Oui, effectivement. Ah, mais du coup, j'ai oublié la question. Excusez-moi. Est-ce que vous avez épuisé toutes les possibilités? Ok. Voilà. Oui. Non, bien sûr qu'en interne, tout a été essayé. Vous savez, je suis quelqu'un, en général, qui privilégie le dialogue, qui privilégie la concertation avant toute chose. Lorsque je prends une décision, c'est vraiment la dernière touche que je mets à une action très longue. Donc, quand je prends ma décision de partir, c'est parce que toutes les voies, tous les recours, toutes les possibilités de discussion ont été faites. J'en veux pour preuve même la dernière conférence de presse du porte-parole du PDCI, M. Brendoumi, qui ne s'est pas caché de brandir un dossier que j'aurais donné. De couleur jaune, si je m'en souviens. De couleur jaune ou verte, je ne sais plus, pour dire que oui, voilà, j'ai demandé un poste. Voilà. Mais ça rentre justement dans le cadre de votre question. Effectivement, j'ai monté un dossier détaillé. Je ne suis pas allé demander un poste. Je suis allé créer un poste inexistant, une proposition de création de poste inexistant. Donc là, vous nous dites que ce que M. Brendoumi aurait dit n'est pas vrai. Vous n'avez pas demandé un poste, mais vous avez créé un poste pour que le PDCI se porte mieux, s'améliore. Exactement. Le poste s'intitule « Secrétariat exécutif chargé de la communication politique et de la propagande sur les médias sociaux ». J'estime qu'il faut qu'il y ait un poste précis pour ça. Parce que pour moi, pour l'élection de 2025, octobre 2025, nous ne sommes plus en 2005 ou en 2010, nous sommes en 2025. Et donc 2025 veut dire nouvelle technologie. 80% des votants sont des jeunes. Et les jeunes, pratiquement 90% des jeunes sont scotchés aux réseaux sociaux. Si on n'a pas compris
que c'est par là qu'il faut leur parler, moi, ça me pose un problème. Maintenant, toutes les voies ont été utilisées. Alors, quand les voies sont utilisées et que je n'obtiens pas gain de cause, effectivement, il y a deux solutions. Soit je suis tellement déçu que je me retire de la politique et puis je suis observateur. Là, je deviens un sorcier, comme on dit. Je passe mon temps à critiquer. Ou alors, je reste à l'intérieur et puis j'attaque à tout va, comme ce qui est fait actuellement au niveau du parti. Moi, ça me dérange que des militants du parti attaquent le parti. C'est des choses que je ne ferai jamais. Donc, j'ai soit cette option, soit alors me rendre compte que je suis dans une famille. Et dans cette famille, je ne me considère pas comme opposant. Parce que dans le combat qui nous attend, nous avons une élection à gagner. Maintenant, cette élection, elle est divisé en deux camps. Il y en a qui sont au pouvoir et il y en a qui sont dans l'opposition. Le PDCI doit se positionner. Est-ce que le PDCI est dans l'opposition ou bien est-ce que le PDCI est en désaccord momentané avec sa famille politique? Moi, j'estime que c'est la deuxième option. Nous sommes en désaccord momentané. Nous ne sommes pas opposants. Donc, ça change beaucoup de choses. Et du coup, quand, au niveau de ma famille politique, je ne suis pas entendu, eh bien, mon nouveau cheval de bataille, ce sera de convaincre le PDCI qu'il faut qu'on tourne notre regard vers le RHDP, vers la famille fouettiste, pour aller à l'élection. Parce que c'est capital. Et j'y mettrai toute mon énergie pour que tout doucement, on se rende compte qu'il faut oublier la passion, il faut oublier le cœur. À un moment, il faut s'asseoir, puis réfléchir sur la raison. Alors, ces propos sont de vous, et je cite, le RHDP, une sorte de PDCI 3.0. Où voulez-vous en venir? Oui, je disais simplement que, effectivement, les choses vont vite. Voilà, j'ai aperçu vraiment... Dans quel sens? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Allez-y. J'ai aperçu vraiment des gens qui sont smart, qui vont très vite, qui prennent les propositions, qui les analysent, qui modifient leur décision initiale en fonction des propositions qui sont là. En moins de 2 semaines, voilà, j'ai proposé 2-3 choses, ça a intéressé, on a adapté certaines choses. Voilà. J'ai vu un genre de PDCI 3.0, comme je dis, vraiment à l'ère du numérique. Voilà, des choses qui vont très très vite. Bien, Michel Betta. Oui, à vous entendre, vous avez quitté le PDCI. Est-ce que vous quittez comme ça un PDCI, selon vous, comme vous le décrivez, affaibli le plan communicationnel, ou bien vous avez trahi un combat, selon vous? Non, selon moi, je n'ai pas trahi le combat, parce que ça dépend où on place le combat. Pour moi, le combat, c'est que les oufouettistes restent au pouvoir. C'est ça le combat. Et pour moi, je ne l'ai pas trahi. Si maintenant vous considérez que... C'est pour ça que j'ai bien fait le distinguo. Est-ce que nous sommes dans l'opposition ou bien est-ce que nous sommes en séparation de corps? Si on est dans l'opposition, effectivement, les gens vont penser que j'ai trahi le combat. Moi, je ne me situe pas dans cette définition. Je suis oufouettiste, il faut que les oufouettistes soient au pouvoir. J'ai un problème, enfin en tant que PDCI avant, j'avais un problème avec un autre membre de ma famille. Voilà, je vais vers l'autre membre de ma famille pour dire, bon, ok, on a un problème, mais il faut qu'on prenne ce pouvoir-là. Comment on fait pour se réconcilier, pour prendre ce pouvoir? Voilà, et ce que je peux apporter comment dire ça, comme chose positive et comme soutien, ben, je le fais avec passion. Yengen Lakba et après Arsène Anoma. D'accord. Moi, je pense que je vous ai beaucoup écouté. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Aujourd'hui, c'est comme si en Côte d'Ivoire, les convictions militantes n'ont pas de valeur. Moi, à l'analyser, tant que M. Essis était toujours président du mouvement Alliance, il n'y avait pas de problème. Il ne serait pas parti. Dès qu'il est débarqué de son poste de président, les jours qui suivent, il se retrouve à RHDP. Et ça, c'est un véritable problème. On se pose des questions sur la conviction. On parle aussi de transhumance. Est-ce que la politique qu'on fait à votre niveau, ce n'est pas une affaire personnelle? Parce que tout simplement, on vous aurait arraché un poste. Du coup, il faut que vous vous retrouviez de l'autre côté. J'ai un problème avec le temps record avec lequel les choses se sont faites. Est-ce à dire que vous étiez déjà en négociation avec le RHDP? Vous aviez déjà des approches avec le RHDP? Vous étiez déjà très avancé à le RHDP? Parce qu'un cadre comme vous, venu du PDCI, un cadre aussi avec tout votre CV politique, pouvoir revenir comme ça au RHDP, il y a des démarches qui se font. Est-ce que les cadres du PDCI n'avaient pas soupçonné ces démarches-là, vous sentant déjà dans des négociations très avancées avec le RHDP, ce qui pourrait expliquer le fait que vous soyez débarqué de votre poste de président, parce que aussi on a besoin de confiance en politique. Alors, je vais vous mettre à l'aise par rapport à ça. D'abord,
la politique, c'est comme... Enfin, la politique. Les décisions qui sont prises, il faut les considérer comme un iceberg. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est vrai qu'on me débarque de mon poste de président de l'Alliance. À quel moment tout ça s'est passé? Mais ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez, pendant un certain... Je vous ai parlé de 1 an. J'ai observé pendant 1 an. Sans prendre d'attache avec qui que ce soit. J'observe, je vois des erreurs de communication, je vois des choses qui me dépassent. Donc, je prends les canaux normaux au niveau de mon parti pour alerter, pour essayer d'aider. Je vois que les choses ne sont pas faites. Après, j'observe comment le parti évolue. J'avais fait certaines publications pendant 6-7 mois sur l'ingratitude, sur l'indifférence, sur la méchanceté. Vous pouvez aller sur ma page Facebook. On voit un peu vos... Voilà, c'est encore là. Pendant à peu près 6 mois, je lançais des alertes. Mais en militant discipliné, je continuais à faire mon travail tranquillement. Et puis, au niveau donc, de cette histoire de destitution du mouvement Alliance, on arrive à une goutte d'eau. Vous savez, quelqu'un qui est... je ne veux pas utiliser le mot frustré, parce que la frustration est un sentiment. Et s'il est dans son contexte, il n'y a pas de problème. Voilà, je cherchais un autre mot, mais j'en trouve pas d'autre. Alors, quand quelqu'un n'est pas à l'aise, voilà, dans une situation, quelqu'un qui s'est donné à 400%, et avec les choses qui se passent derrière, il n'est pas à l'aise. Il ne faut pas sortir de Polytech pour comprendre que telle personne, quand on le regarde, n'est pas à l'aise en fonction de ce qu'il a fait et de ce qu'il regarde comme résultat. Alors, ce monsieur-là, en général, évitons de le titiller. Moi, j'arrive à un moment où je suis en pleine réflexion sur ce que je vais faire au PDCI. Mais je continue à bosser avec mon mouvement, qui est un mouvement de la société civile. C'est un mouvement, c'est Alliance, c'est un mouvement thiamiste, donc je continue à bosser tranquillement. Je passais sur les écrans télé avant que le PDCI fasse cette bourde monumentale en communication, de ne pas apparaître sur un plateau de télévision très très important pour la Côte d'Ivoire. Bon, mais c'est une décision, elle est comme elle est. Mais ce plateau, je le pratiquais avant même que le président Thiam arrive. Et même, je suis l'un de ceux qui sur ce plateau, a vendu le produit Thiam. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Donc ça veut dire que je suis un analyste politique. Alors quand je suis invité en tant qu'analyste politique et que pour cette émission, je précise que je n'y viens pas en tant que PDCI, même si je suis inspecteur, c'est comme ça la vie. Hein. Des fois, on a une casquette. Une casquette très forte. Mais voilà, ça fait partie de la stratégie politique. Pendant combien d'années les débatteurs, entre guillemets, je ne vais pas utiliser le terme sous-traitant, puisque je suis avec eux maintenant, je ne vais pas les attaquer, mais certains débatteurs parlaient au nom du RHDP, en le cachant. Mais pourquoi le PDCI ne profite pas de cette perche qui est tendue pour me prendre moi en sous-traitant? C'est ça la stratégie politique. Sur un plateau incontournable. Alors, quand j'arrive et que je précise que je viens parler au nom de ma casquette d'analyse politique et au nom de la présidence de ma génération, qui contient quand même 13 000 membres, l'enjourement du Leboutou, à la limite, mais laissez-moi tranquille. N'allez pas me titiller jusque dans mon mouvement que j'ai créé moi-même, avec mon énergie, mes fonds, ma passion, mon temps passé avec... On est près de 12 000 membres. Bon, alors quand on arrive à cette extrémité, et écoutez, nous sommes des humains, quand j'arrive chez moi, mais j'ai la déception qu'on m'ait attaqué sur mes terres. Je suis frustré, je suis énervé. Je constate que depuis longtemps, les choses ne changent pas. Mais je rentre dans une réflexion. Et pour vous rassurer sur le fait que rien n'était préparé d'avance, mais ça fait 5 ans que le RHDP, je ne veux pas dire me court après, mais que le RHDP il y avait des me fait l'honneur. Négociations. Ça fait plus de 5 ans que le RHDP me fait l'honneur de s'intéresser à moi, à travers mon ami, Je suis plus à l'aise. À travers mon ami Feu Ahmed Bakayoko, mais c'est pas caché. Oui. J'ai toujours refusé. En 2021, c'était l'équipe de Gon qui a fait un travail pour que je puisse aller avec eux. J'ai toujours refusé. En 2023, au niveau des municipales, les gens n'ont pas compris
un de mes grands frères de la Cité des Arts, qui s'appelle Éric Tabar, Excellence Éric Tabar, Candidat malheureux du RHDP de Cocody, m'a aidé sur une défense sociale que j'ai fait pour un terrain à la Riviera Golf pour que les enfants puissent jouer au basket, s'amuser, parce que des bâtiments voulaient être construits. Sans rien, sans qu'on me demande rien du tout. Dès que j'ai entendu ça, je me suis déployé, mais 24 heures sur 24, pour faire reculer la machine. Et on a eu gain de cause. On m'accuse maintenant d'avoir vendu le terrain à des Libanais. Enfin, on raconte n'importe quoi, donc je ne réponds pas à ça. Mais aujourd'hui, les enfants s'amusent. Et Excellence Éric Tabar nous a aidés financièrement dans cette bataille. Alors le fait qu'on m'ait vu 2-3 fois avec lui au municipal, on m'a dit que non, j'étais passé au RHDP. On a même dit ça au niveau des réseaux sociaux. Donc mais vous étiez soupçonné depuis. Exactement. Mais on s'est rendu compte, à la fin du film, que j'avais même fait un mot d'ordre à tous les militants de suivre comme un seul homme, comment il s'appelle, Jean-Marc Yassé. On m'a même soupçonné de suivre Yasmina Ouenien, parce que j'ai dit que le traitement qu'on lui fait n'est pas juste. Moi, je suis comment dire ça, je suis un éveilleur de conscience. Un libre penseur. Pardon ? Un libre penseur, un éveilleur de conscience. Oui, un libre penseur, un éveilleur de conscience. Donc, je n'étais pas d'accord sur le traitement qui a été fait à Yasmina. Le fait que je dise que je ne suis pas d'accord, on m'a dit que je suis une indisciplinée. Je suis même allé sur un plateau de télé pour dire attention, dans les indisciplinés, il y a 2 types d'indisciplinés. Il y en a qui ont raison et il y en a qui ont tort. J'ai développé ça. On m'a dit non, moi je suis Yasmina. Alors, je suis qui ? Je suis Yasmina, je suis Éric Tabar, ou bien je suis Jean-Marc Yassé. Donc, à un moment, il faut se poser, il faut regarder les avancées de telles personnes avant de porter une critique. Bien, Michel Betta. Oui, aujourd'hui, à entendre notre co-débatteur, notre invité, ici, on se rend compte que le RHDP a de quoi craindre. Parce que, comme il le dit lui-même, il est un peu libre penseur. Et souvent, il s'étonne de devoir suivre une ligne dictée par un parti politique. Et demain, je crains fort que le RHDP devra vous subir aussi. Mais parce qu'il faut respecter la discipline du parti. Que vous voulez. Non, parce mais qu'aujourd'hui, non. Vous n'avez pas bien compris. Non. Je n'ai jamais dit que je refusais la discipline du parti. Non, mais quand le parti impose quelque chose, comme vous l'avez dit, le parti s'est privé d'un plateau de télé. Oui. Et ça a été dit par les instants du parti. Okay. Et vous décidez d'y aller en tant qu'inspecteur du parti. Vous ne comprenez pas que... Non, pas en tant qu'inspecteur du parti. Non, en tant qu'analyste vous êtes politique. déjà inspecteur du parti. C'est-à-dire, ça, vous l'enlevez. Vous êtes inspecteur. Tout à fait. Donc, vous avez un titre officiel au sein de ce parti-là. Tout à fait. Et quand vous décidez d'aller contre la décision de ce parti-là, ça peut se comprendre comme une rébellion. Tout à fait. Voilà, donc je dis que le RHDP aussi a craint que demain, vous allez prendre des décisions prises par le RHDP, dans le sens que vous ne partagez pas. Merci Michel Betta. Allez-y, répondez après une dernière question avant la Mais ce qui est bien, c'est que le RHDP soupèse le positif et le négatif, et ils choisissent de prendre le risque. Voilà, ils trouvent peut-être que j'ai beaucoup plus de qualité que ces petits défauts où je défie, d'après vous, la décision du parti. Non, je n'ai jamais défié une décision du parti, à part la fois où je suis passé. Voilà. Okay. Jamais. Ça fait combien d'années? J'ai 10 ans de BP, je n'ai jamais transgressé. C'est la Goudo qui a fait déborder le vase, puisqu'après, vous êtes parti au RHDP. Tout à fait. Okay. Vous avez dit tout à l'heure, je pense que ça fait quelques semaines que vous avez rejoint le RHDP. Je voudrais savoir, à votre arrivée au RHDP, comment pensez-vous que les dirigeants, cadres et militants du RHDP vous voient aujourd'hui? Et quelle lecture vous faites, quelle appréciation vous faites de votre arrivée au RHDP depuis que vous êtes là? Est-ce que vous pensez que vous êtes une plus-value pour le RHDP? Ou bien vous pensez que le RHDP vous a juste débauché pour affaiblir le PDCI? Non, je vous rassure. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois au RHDP. D'ailleurs, je suis maintenant convaincu qu'il faut faire très attention aux rumeurs. Très attention. J'ai été accueilli, mais vraiment de la manière la plus totale et la plus bénéfique possible. Toutes les personnes que je connais et qui, à l'époque, étaient en conflit avec moi sur les réseaux sociaux, je ne veux pas dire de nom, mais bon, il y a des gros RHDP très connus sur les réseaux sociaux avec qui j'ai eu des passes d'armes à travers des lettres ouvertes et compagnie. Ces personnes-là sont venues me soutenir le jour de mon adhésion. Ces personnes-là sont prêtes
à m'accompagner dans ce que je leur proposerai. Actuellement, je suis en train de monter une petite équipe comment dire ça, Communicant. de communicants, je cherchais le mot. Il y a une effervescence totale. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui impulse. Moi, je n'ai pas la science infuse, mais j'impulse. Vous parlez de l'armée du net, Oui, ADN. tout à fait. Je suis quelqu'un qui impulse. Je propose. Dès que je vois qu'il y a 2-3 personnes qui adhèrent, on attaque ensemble, on réfléchit ensemble et on avance. En moins de 48 heures, je ne vais pas donner les chiffres, mais on est tous prêts, on est en train de mettre en place les éléments de langage, on est en train de mettre plusieurs choses en place, parce qu'il y avait un besoin, à ce niveau. Et je suis arrivé au moment où ce besoin-là... Vous êtes venu combler ce besoin. Voilà, je suis venu combler ce besoin, et donc tout le monde est satisfait. Les gens du RHDP ne pensent même plus au PDCI. Ce n'est pas une attaque au PDCI qu'ils ont fait, c'est une arrivée, ma foi, intéressante pour eux. C'est une bonne pioche. Voilà, ils estiment que c'est une bonne... Merci Jean-Yves SO6. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cette émission. Voilà, de retour de la pub. Nous sommes avec Jean-Yves SO6, cadre du RHDP. Avec lui, nous parlons bien sûr de son adhésion au sein de ce parti politique. Alors, la prochaine question, Jean-Yves SO6... que répondez-vous à ceux qui vous qualifient d'agents doubles, voire de transfuges idéologiques? Alors déjà, le terme agent me fait doucement sourire. Je n'ai jamais été quelqu'un de la sorte. Je vous répète que nous sommes dans une idéologie, nous sommes dans une famille. Et cette famille, elle a beaucoup de bras. Voilà. Je suis simplement allé dans l'autre bras familial. Vous savez, le RHDP comprend le RDR et le PDCI. Et bien d'autres partis politiques? Oui, mais ce sont les deux plus grands partis. On va dire grands partis. Ce sont les deux plus grands. Je n'ai jamais dit que j'étais RDR. Je ne suis pas RDR. Le PDCI est mon parti de cœur. Je l'ai écrit. On m'a rétorqué que, attention, tu viens d'arriver au RHDP, ils vont t'en vouloir, machin. Moi, je suis cash. Le PDCI, c'est mon parti de cœur. Le RHDP est mon parti de raison, est mon groupement politique de raison. Voilà, je m'assois, je raisonne, et je pense que mais aujourd'hui, la famille c'est oufouettiste... RHDP parti unifié, ce n'est plus un groupement de partis politiques. Oui, mais vous savez, ça a été l'objet de la discorde entre le PDCI et le RHDP. Ça a été l'objet de la discorde. Donc, quand vous avez une discorde pour un point précis, il suffit de se rasseoir au niveau de ce point et rediscuter, renégocier. Puisque nous étions en groupement politique, tout allait bien. Vous avez voulu faire une fusion et faire disparaître ce grand parti qu'est le PDCI. C'est normal que les gens du PDCI se soient rétractés. Il suffit de se rasseoir et puis revenir sur les bases initiales, parce que nous avons une présidentielle à gagner. C'est mon combat. Bien. Gaël Akpa. Monsieur Sis, lors de votre arrivée au RHDP, vous avez dit l'une des raisons, c'est que le bilan du RHDP est séduisant, celui du président Alassane Ouattara. Comment expliquez-vous les inégalités sociales, l'endettement, le taux de chômage qui est très élevé? Et puis, dernier élément, qui sera ma dernière question sur ce volet, si après 2025, le RHDP n'est plus aux affaires, que ferez-vous? Vous irez au PDCI ou bien vous resterez RHDP pour cette fois-ci être dans l'opposition? Déjà, il faut que le PDCI soit aux affaires. Bon, on va faire confiance aux élections en attendant. Si on est dans la fiction... On dirait que vous ne prévoyez pas que le RHDP puisse quitter là un jour. Non, si on est dans la fiction, il faut vraiment... Ce sont des prévisions. De tout. OK, alors... votre première question, c'était... Bilan séduisant, voilà, comment vous expliquez les inégalités et tout. Et puis après, est-ce que vous allez rester au RHDP? Il faut être malhonnête et subjectif pour ne pas reconnaître que depuis 2010-2011, la Côte d'Ivoire se transforme. Vous l'avez fait longtemps alors? Pardon? Comme vous l'avez fait longtemps, parce que depuis longtemps... Mais j'ai toujours reconnu ça, moi je suis quelqu'un d'honnête. Vous avez dit que... Je vous ai dit tout à l'heure... Il expliquait qu'étant à l'opposition, son rôle n'était pas d'encenser le pouvoir. C'est une logique. Étant à l'opposition, son rôle n'est pas d'encenser le pouvoir. Non, ce n'est pas être malhonnête. Ce n'est pas être malhonnête, c'est de rester dans sa ligne. Il faut le laisser répondre à la question, c'est l'invité. Il faut être malhonnête et subjectif pour ne pas reconnaître que la Côte d'Ivoire se transforme depuis 2011 jusqu'en 2025. Moi, je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire ne se transformait pas. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Je ne suis pas quelqu'un de subjectif, je suis objectif. Le pays change.
qui fait changer le pays, c'est celui qui est au pouvoir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, mais bien sûr qu'il y a des champs où il faut travailler. C'est cela. Il y a 3 éléments principaux sur lesquels il faut se pencher. C'est le volet social, c'est le problème de la dette, et puis éventuellement Le chômage. le chômage dont vous parlez, mais ça encore on peut Mais en aussi, il y discuter. a la parce cherté que- de la vie. Voilà, ça encore Il y a on la peut en cherté de discuter. la vie. Mais les chiffres ne sont Oui. pas forcément... Ça, Non, on c'est peut pas une en question de discuter chiffres. parce Si que c'est ça, on va les chiffres, discuter, voilà. on va pas Mais quitter alors, ici parce ça que... veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire simplement que notre travail à nous, maintenant, pour les 6-7 mois, mais c'est d'apporter des réponses concrètes C'est ça. sur ces points-là qui vont être attaqués par les gens de l'opposition. Ils n'ont aucun autre point à attaquer, si ce n'est la dette ou bien ce que vous veniez de dire tout à l'heure, le volet social. Mais on va travailler Il y en a sur le d'autres, volet social, il y en a on va bien ressortir ce qui a été fait pour le volet social, et là, argument contre argument, vous verrez que le côté positif du bilan d'Ado va submerger les quelques petits côtés négatifs. Ce n'est pas un extraterrestre, le président. Il a forcément quelques carences quelque part. Voilà. Et que ferez-vous On n'a jamais dit que c'était après pas- 2025? Merci pour question. Oui, alors, Après deuxième 2025, question. il y avait après Rapidement, 2025, oui, Deuxième allez-y, question, qu'est-ce que je vais si faire le après RHDP n'est pas 2025? là, n'est pas aux affaires. Moi, je suis oufouettiste. Je suis oufouettiste. Donc, ma concentration et mon rôle, c'est que la famille oufouettiste se rassemble. Si la famille oufouettiste ne se rassemble pas, ce sera un échec total. En Côte d'Ivoire, pour gagner une élection, il faut des alliances. On a vu ça depuis toutes les élections. Ce sont des alliances qui font gagner. Alors, le PDCI est à la croisée de chemin. Est-ce que je m'allie avec ma famille naturelle avec laquelle j'ai eu une séparation de corps, ou bien est-ce que je saute le pas, je fais une alliance contre nature avec le PPACI? Moi, je dis, attention, asseyons-nous, réfléchissons. Donc, effectivement, si j'ai raison et que l'alliance se fait dans le bon sens au niveau de la famille oufouettiste, mais forcément, nous allons prendre le pouvoir en 2025. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir à changer ou quoi que ce soit. Bien, alors parlons maintenant du retrait de certains partis de l'opposition, dont votre ancien parti, le PDCI-RDA, et le PPACI. Quelle lecture faites-vous de ces 2 retraits? Je dis pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est des choses qu'il fallait faire beaucoup plus tôt que ça. L'impact ne sera pas assez fort, puisque nous sommes à 6 mois des élections. Le chronogramme de la CEI a déjà été donné pour expliquer qu'on ne peut pas faire de révision de la liste électorale avant les élections. Voilà, c'est-à-dire que le train a commencé à dérouler, et c'est maintenant que nous, on saute du train au niveau du CEI. Et vous savez, la politique de la chaise vide n'a jamais été bonne. Ça n'a jamais été bon de faire la politique de la chaise vide. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de mettre une pression. Ces autres moyens n'ont pas été choisis. On a choisi le retrait. On va voir ce que ça donne. Donc pour vous, ce n'est pas une cohérence politique, hein? Pour moi, c'est trop tard. Le timing n'est pas bon. Voilà, le timing n'est pas bon. Mais c'est mon avis personnel. Peut-on parler d'une fuite en avant? Non, je ne dirais pas ça, mais je dis que le timing n'est pas bon. Bien, Michel Beta. Vous avez parlé d'erreurs stratégiques. Selon vous, le timing n'est pas bon. Vous êtes devenu un défenseur au prix, je veux dire, au prix du silence que vous avez posé face aux irrégularités constatées au sein de la CEI, de la CEI que les différents partis ont dénoncé avant de se retirer. On pourrait vous rétorquer aussi, vous aussi, votre départ, le timing n'est pas bon à 6 mois des élections, on quitte pas sa famille politique pour rejoindre l'adversaire. Voilà. Mais moi, je ne représente pas un parti politique. Moi, je suis un individu. Oui, oui, mais quand un un individu, parti politique a oui. un problème de timing, c'est beaucoup plus grave que quand c'est un individu. Et là encore, c'est votre appréciation. Moi, j'estime que c'est le bon timing, mais vous estimez que ce n'est pas le bon timing. Voilà. Oui. C'est avis contre avis. Mais là, il s'agit d'un parti Oui, politique. oui. Mais le parti politique a dénoncé des irrégularités Oui, mais écoutez, pour sortir de la CEI. mais parlons-en. Mais parlons-en. Oui, allons-y. Voilà, dans ce genre de choses, il faut qu'on fasse les choses doucement pour qu'on se comprenne. On nous parle de 6 200 000 irrégularités. Voilà ce qu'on a entendu. Allez. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. La liste électorale contient 8 700 000 votants. Nous, on nous dit qu'il y a 6 200 000 irrégularités. Donc ça veut dire quoi? Cette liste électorale, depuis 2010, elle n'a eu que 3 millions de nouveaux votants depuis 2010. C'est avec cette liste électorale qu'on a voté pour Bédié, qu'on a voté pour Gbagbo et qu'on a voté pour Alassane Ouattara en 2010. Donc ceux qui ont voté là,
n'étaient pas valables pour voter. Mais- Donc on continue non, avec non, ça, non, et mais- même ces 3 millions, non, attendez, non, non, ces 3 je millions, veux vous arrêter, attendez, parce attendez, que- ces parce 3 qu'il y a une millions, confusion, attendez, ces là, 3 vous millions, faites, ces quand on 3 parle millions, d'irrégularité, ces 3 on parle millions là, d'irrégularité, oui. ça ne veut pas dire que c'est des personnes forcément qu'on doit sortir de la liste. Il Oui. faut corriger les irrégularités. Ok, d'accord. Voilà, Mais- on peut les corriger. Mais puis tous les avancer. ans, il y a eu, tous les ans, il y a eu des contentieux Mais pour les c'est pas corriger. un demande- c'est Comment pas ça un se demande fait qu'en l'audit. 2025, C'est pas un demande l'audit, comment faut ça se fait que corriger c'est en les 2025 qu'on irrégularités. se rend compte qu'il y a 6 millions? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Non, non, c'est très sérieux. Maintenant, même. dans ces 3 millions, là, Oui. il y a 700 000 qui sortent de 2025. Donc en fait, c'est 2,3 millions qui a été ajouté. Et vous dites qu'il y a 6 millions d'irrégularités. Mais quand on Donc, à un parle- moment, non, 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 mais donc, les à un moment, irrégularités- à un moment, il faut qu'on s'asseye Vous et savez, puis qu'on tout soit le monde sérieux. a reconnu les Oui. irrégularités. Oui. Tout le monde les a reconnues. Tout à fait. La question essentielle aujourd'hui, c'est de corriger les irrégularités. C'est ça. Les irrégularités. C'est C'est pourquoi l'opposition ne cesse de demander qu'on s'asseye pour corriger les irrégularités. Pourquoi Tout à on fait. estime que la situation est normale? Tout à Corrigeons les irrégularités pour aller aux élections. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on ne peut pas garder les voilà. irrégularités Maintenant, et tout est puis aller aux question. élections. Ok, alors maintenant, Voilà. tout est question de savoir si ces irrégularités-là sont susceptibles d'entacher la sincérité du scrutin. Mais ça, Tout c'est est question- à chacun tout- d'apprécier. oui, tout est Mais si question on peut de les chiffres. corriger, faisons-le. Tout est question de chiffres. Voilà. Faisons-le. Vous savez, Bien. Bien, allez, Arsène Anoma, Bon, question. moi, je voudrais rebondir. D'abord, je voudrais Non, faire. Est-ce que vous avez une question? J'ai une question. J'ai Allez-y, une posez question. votre question. Il y a certains partis comme le PDCI et le PPACI qui sont sortis de la commission électorale. Est-ce que vous pensez que ces sorties-là affaiblissent la commission électorale indépendante et rend impossible une organisation crédible de cette élection présidentielle-là par la CEI? Et deuxième question, Allez-y, posez votre question. Deuxième question, selon vous, est-ce que le gouvernement doit accéder aux revendications de l'opposition concernant la CEI, qui est une révision électorale en 2025, un audit de la liste électorale et une refonte en profondeur de la commission électorale indépendante? alors la question sur l'affaiblissement, mais forcément, quand des gens quittent une institution, elles s'en trouvent affaiblies. Maintenant, est-ce que cet affaiblissement lui empêche d'organiser des élections crédibles? Bon, ça, il faut en discuter, il faut en faire un débat et puis voir si effectivement ça va poser des problèmes. Maintenant, la politique, c'est un rapport de force. Hein. C'est un rapport de force. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de oui, non, c'est-à-dire que c'est un rapport de force. Qu'est-ce que vous avez comme élément, Moyen de pression. qu'est-ce que vous avez comme force, comme élément, comme moyen de pression pour que vous ayez gain de cause? Ces moyens de pression, ça fait partie de ce que je disais là. Communication politique agressive, on va en France, en Europe, on fait les plateaux télé. Donc, selon on vous, discute. l'opposition est dans une erreur stratégique Mais complètement, notable. mais complètement. C'est-à-dire qu'on ne fait que se plaindre en faisant des petits communiqués ici en Côte d'Ivoire, et puis on est assis en espérant que le pouvoir va changer quelque chose. Mais ce sont des rapports de force. Donc, je vous prends au mot. Oui. Considérons que vous étiez, par exemple, le dirigeant du PDCI. Auriez-vous décidé, quelle décision auriez-vous prise par rapport à ce que le PDCI reproche à la commission électorale? Mais J'aurais formé une équipe, une armée de débatteurs qui seraient allés sur tous les plateaux télé, nationaux et internationaux. J'aurais mis une pression telle de janvier à mars que je peux vous dire qu'il y aurait eu des conséquences en avril ou en mai. Bien, Jean-Yves Vessot aussi, quelle est votre position sur l'indépendance réelle de la CEI? Parce que l'opposition parle d'une CEI qui est déséquilibrée. Cette CEI a été mise en place en mars 2022 suite au 5e dialogue politique. C'est-à-dire tous les partis étaient là. Et c'est ces partis-là qui ont décidé de la composition des 18 membres de la CEI. C'est ces mêmes 18 membres de la CEI, c'est cette même CEI qui a organisé les municipales de 2023, où on a des maires actuellement, PDCI, PPACI. qui ont été élus, les maires PPACI et tout. Qu'est-ce qui s'est passé de mars 2022 à aujourd'hui 2025 pour que subitement cette CEI ne soit plus crédible et compagnie? Moi, j'ai été un des critiques de cette composition, de cette CEI-là. Mais qu'est-ce que je critiquais? Je critiquais la faiblesse des discussions de mars 2022 pour établir cette CEI, parce que je l'ai disséquée à fond. J'ai regardé tout ce qu'il y avait comme membres de la société civile, des soi-disant opposants qui étaient plutôt des opposants gouvernementaux. J'ai critiqué ça, mais le dialogue politique s'est fait. Et les partis ont accepté. Donc ça a été acté, cette CEI a été validée. C'est pas maintenant qu'on va aller en arrière et puis dire que bon, on ne peut pas aller aux élections avec ça. On est allé aux élections en septembre 2023 pour les municipales.
Voilà. Bien, je vais revenir sur la même question parce qu'elle va dans le même sens. Aujourd'hui, on sait quelle est la composition de la CEI. Il y a l'État, il y a les sociétés civiles, il y a les partis politiques d'opposition. Et puis on appelle cette organisation-là Commission électorale indépendante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer tout ce monde-là, surtout les politiques? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il nous faut retirer carrément les politiques de cette CEI-là pour apporter plus d'assurance pour des élections? Parce qu'on se rend compte que c'est à cause de cette CEI, c'est sur cette même CEI-là que tout le monde se bat en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand vous êtes au pouvoir, vous dites que la CEI va bien. Quand vous êtes dans l'opposition, vous critiquez. Est-ce qu'il ne faut pas retirer les partis politiques et voire même les éléments de la société civile déguisés aussi qui sont dans cette CEI-là? Est-ce que vous avez un modèle à présenter? Oui, mais moi je vais vous mettre à l'aise par rapport à ça, parce que comme on dit, j'ai la VAR qui est là, hein. J'ai fait des papiers dessus où j'ai expliqué que vraiment l'idéal ce serait une CEI sans les partis politiques. Je l'ai toujours dit et je suis constant dans ce que je dis. Donc vous pouvez aider le RHDP à atteindre ce but-là, à retirer tous les partis politiques? Non, pas du tout, parce que nous sommes à 6 mois des élections. Il y a eu des ententes, il y a eu un dialogue politique. Les partis étaient là, tout a été arrêté. Pendant que nous crions, sortez les partis politiques de la CEI, on ne nous écoutait pas. Ce n'est pas maintenant que tout est ficelé, tout est serré, à 6 mois, que moi, comme un fou, mais c'est là où on peut me prendre pour un fou. Certains partis politiques mais c'est là où on me prendra pour un fou. C'est-à-dire que moi, je vais arriver, c'est maintenant moi qui ai fait le combat pour que la CEI soit... On dit, mais il est timbré, Vous êtes un cadre de la région du Léboutou, si je me trompe, et de Dabou. C'est ça. Ça veut dire que vous avez été un acteur majeur de toutes les élections locales qui se sont passées dans la région et dans la ville de Dabou. J'ai été candidat PDCI. Vous avez été candidat PDCI. Avec le recul, par rapport à la CEI, aux dernières élections à laquelle vous avez participé, est-ce que vous pensez que l'organisation par la CEI locale et centrale des élections locales à Dabou dans la région sont crédibles? À mon sens, elles ont été crédibles, puisqu'on n'a pas relevé d'irrégularité particulière. Les élections se sont faites normalement. Bien sûr qu'il y a eu des petits soucis à certains bureaux de vote ou je ne sais plus, mais bon. Au Conseil régional? Oui, au Conseil régional, de toute façon. L'affaire est venue jusqu'au Conseil d'État. Oui, et puis la conclusion, ça a été... Ils ont tranché, bon, le candidat RHDP a gagné. Voilà. Peut-être que dans le temps, vous aviez soutenu le PDCI. Mais bien sûr, j'étais PDCI. Quand je suis PDCI, ça veut dire que si je fais une analyse, pour vous, on ne gagne pas une élection à la CEI. Arsène Anoma, s'il vous plaît. Michel Betta. Oui, monsieur Essis, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de démocratie au sein avec ce processus électoral-là quand des partis politiques se sont retirés? Et puis je voulais terminer pas terminer, mais ajouter ceci. Vous, quelle sera votre ligne rouge? À quel moment vous pouvez dire, écoute, le RHDP, je n'en veux plus, et puis vous allez retourner là où vous venez? Qu'est-ce que peut être votre ligne rouge aujourd'hui quand vous avez... C'est en même temps votre dernière question pour terminer. Non, je n'ai pas, vous savez... Mais la première question, c'était quoi? C'était que, est-ce que vous pensez qu'avec le retrait des partis politiques de la CEI peut organiser des élections démocratiques aujourd'hui? Ah, ok, et puis, d'accord. Voilà, sans inclusive. Tout à fait. Non, mais je pense que la CEI peut organiser des élections inclusives. Ce que je disais tout à l'heure à la question de mon ami, de M. Anoma, c'est clair que quand des partis sortent d'une institution qui fonctionnait avec des partis, ça l'affaiblit. Maintenant, est-ce que cet affaiblissement remet en cause la démocratie et la crédibilité? Je dis ça, c'est un autre débat. Maintenant, pour parler de ligne rouge, je ne vois pas de ligne rouge qui me ferait quitter la nouvelle famille politique dans laquelle je suis, puisque c'est une famille politique qui est une famille oufouettiste, qui a toujours fonctionné selon les valeurs du président Oufoué. Donc je suis à l'aise. J'aurais été vraiment moins prolixe et plus embêté si j'avais changé d'idéologie. Là, ça allait être compliqué. Mais je suis dans ma famille et je vais me battre. Ça va être mon cheval de bataille pour qu'on puisse ramener tout le monde
au sein de la table de discussion pour essayer d'avancer ensemble, que la famille puisse avancer ensemble. Vous n'avez pas reçu ce combat-là au PDCI, je doute fort que vous puissiez le réussir. Au RNDP, où les positions sont plus tranchées que celles du PDCI, visiblement. Ah ben ça encore, c'est des rumeurs. Hein. Non, Pas de c'est position pas tranchée. ça se voit. Bien, merci Jean-Yves aussi. Nous allons maintenant faire place à la rubrique Le carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges, rubrique dans laquelle nos consultants et invités font des coups de gueule sur des sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs. Le premier carton de cette semaine avec Gaël Aouman-Lakpa. Carton rouge à la précarité, au sous-développement et puis au laxisme. Parce que j'aurais voulu parler de deuil national décrété par l'État, peut-être que c'est un peu trop, mais on se rappelle de l'actualité actuellement au niveau des grands ponts de Dabou, où dans le village de Tia, hier, il y a eu le naufrage de 13 gamins. Aujourd'hui Hier. Hier soir. Le naufrage de 13 gamins dans un bateau, les bateaux artisanaux qui font les liaisons dans les villages, là, ils sont allés à une retraite spirituelle. À leur retour, ils étaient 17. Le bateau a chaviré. Selon les premiers éléments de la police, il paraît que le moteur a pris un coup et celui qui conduit était en train d'essayer de faire. Mais il y a eu la panique et puis tout le monde, ça s'est renversé. Ils ont pu sauver 4. Et ce matin, ils ont fait le bilan. Ils ont parlé de 13 gamins décédés. Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts parce que même ici à Abidjan, il y a des endroits où on fait traverser les populations parce que c'est difficile. On ne met pas de gilets, aucun moyen de protection. Jusqu'à 13 personnes mourent dans l'eau actuellement en Côte d'Ivoire en 2025. Je pense que... Merci Gaël Lakpa. Alors, cette actualité sera décortiquée dans le JT de Reflet TV demain mercredi à 19h30. Nous avons un reporter sur place présentement. Alors, Arsène Anoma, carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est à l'encontre de la diplomatie ivoirienne, que je trouve un peu amorphe et inexistant sur certains dossiers. Hier, par exemple, dans le journal télévisé de 20h du Burkina Faso, de la première chaîne de télé du gouvernement, nous avons entendu le ministre de la Sécurité du Burkina Faso accuser nommément la Côte d'Ivoire de servir de base arrière pour des activités de déstabilisation de son pays et d'avoir en son sein une structure officielle qui dirige toutes ces opérations-là. Et moi, j'ai mal de voir que depuis hier jusqu'à cette heure-ci, la diplomatie ivoirienne n'a pas produit un simple communiqué pour en parler. On est en Afrique et on dit que souvent, quand tu danses avec un aveugle, marche sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Et moi, j'aurais voulu que la diplomatie ivoirienne réagisse, et ce n'est pas le premier fait. Et mon carton rouge, c'est contre la diplomatie ivoirienne que je trouve inexistante lorsque la Côte d'Ivoire est accusée, et je trouve sans preuve, elle ne réagit pas. C'est comme si elle n'a pas d'éléments pour défendre la Côte d'Ivoire. Et moi, je désapprouve ça. Il faut qu'elle se réveille et qu'elle se fasse entendre sur certains dossiers où la Côte d'Ivoire est salie de façon gratuite. Merci Arsène Anoma. Michel Bétard, carton Oui, rouge. moi, mon carton rouge, ça s'adressait à la direction des impôts. Alors, nous avons constaté ces jours-ci que l'impôt foncier a été relevé. Il n'y a pas eu de communication autour. Nous sommes tous surpris et nous sommes pressés d'entendre la direction des impôts se prononcer sur les raisons de cette hausse et puis sur les motifs exacts. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut obtenir en faisant grimper l'impôt foncier. Déjà, c'est déjà difficile, on parle d'acheter de la vie. Nous craignons que cet impôt foncier fasse grimper le coût des maisons. Voilà. Bien, le carton rouge maintenant de notre invité du jour. Oui, alors mon carton rouge est exactement comme le carton rouge de mon voisin. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je voulais parler de Tia. Je vais plutôt transformer ce carton rouge en sincère condoléances que je présente à toutes les familles des victimes et que vraiment, très tôt, à partir de demain et après-demain, je serai présent sur les lieux pour accompagner les victimes et discuter un petit peu avec mes frères à Djoukrou parce que c'est une épreuve qui nous a fatigués hier soir, toute la nuit. Le ministre Adji Silas était sur place à 22h, 23h pour essayer de soutenir les populations endeuillées. Merci. Maintenant, nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant un chiffre en rapport avec l'actualité. Voilà, le chiffre du jour, c'est 88. El Papa Francisco, le pape François, s'est éteint à l'âge de 88 ans ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, des suites d'un accident vasculaire cérébral, a annoncé le Saint-Siège.
Le souverain pontife était apparu pour la dernière fois à Saint-Pierre à l'occasion de la messe pascale, élu en 2013 après la démission de Benoît XVI. Le premier pape latino-américain de l'histoire aura marqué l'Église par sa volonté de réforme et son engagement en faveur des plus vulnérables, notamment les migrants. Alors, quel commentaire faites-vous suite au décès du pape François, Gaël Lakba? Mais nos sincères condoléances à toute la communauté catholique. Voilà, nos sincères condoléances. Et puis, il faut dire qu'à un certain moment, c'était prévisible presque, parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs. À un moment, le pape était vraiment... il était même porté un peu, je ne vais pas dire disparu, mais on ne le voyait plus, il était malade. Il y a eu plusieurs rumeurs jusqu'à ce que, finalement, hier, on apprenne qu'il décède. Donc, que Dieu accueille son âme. Et puis, je pense que dans les prochains jours, la communauté catholique mondiale va s'organiser pour pouvoir désigner un autre pape. Donc, je dirais, le pape est mort, vive le pape. Bien. Arsène Anouma, qu'est-ce que vous retenez de la vie de l'homme? Bon, moi, je retiens principalement le fait que le pape était quelqu'un qui avait inscrit sa gouvernance sous le sceau de la sobriété. Et pour preuve, par exemple, lorsque tout le temps qu'il a passé à la tête du Vatican, il n'a pas vécu dans la résidence officielle des papes, il a vécu dans une résidence annexe. Et même pour ses obsèques, il a fait réformer les règles. Il ne sera plus enterré il n'y aura pas 3 cercueils lors de ses obsèques, mais un seul cercueil. Et il a demandé à être enterré même quelque part ou de façon assez sobre. Et son engagement pour la cause des pauvres, des démunis, étant donné que lui-même il est latino-américain, une région du monde qui est un peu défavorisée, je retiens cet homme-là qui a vécu pour les pauvres, qui a vécu pour essayer d'apporter quelque chose aux plus démunis. Et ce que je peux dire, je présente mes condoléances à toute la famille catholique et souhaiter que le Seigneur lui accorde le paradis. Bien, Michel Beta. Vraiment, c'était un coup dur pour nous tous d'accueillir cette triste nouvelle-là qui a frappé le monde entier. Je retiens que son combat pour les causes nobles n'a pas manqué. Il s'est battu comme tous les papes de ceux qui ont succédé avant lui pour que le monde entier ait plus de paix, parce qu'il s'est impliqué dans la paix. Le monde entier ait moins de guerre, il a fait ce qu'il pouvait et nous pouvons souhaiter que son combat continue et que l'Église catholique, qui s'est toujours impliquée pour la paix dans le monde, continue encore ce combat que vient de nous laisser le pape Benoît. Bien, Jean-Yves aussi, le pape François s'en est allé. Oui, alors tous les catholiques que nous sommes ont été très affectés par cette nouvelle, surtout que le jour de la bénédiction finale, il nous a fait un genre de revoir. C'est un pape qui a souffert dans sa maladie et bien que nous soyons affectés, nous sommes, soulagés que ce pape ait pu partir dignement, parce qu'il a longtemps souffert. Pour tout ce qu'il a fait pour l'Église catholique pendant son règne, il méritait de partir en paix auprès de son Seigneur. Et nous présentons nos condoléances à toute la famille catholique et nous espérons que le nouveau pape qui arrivera après le vote qui va se faire bientôt sera à la hauteur de celui qui vient de partir. Merci à vous, Jean-Yves et Soestis. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau. C'est un plaisir. C'est chez vous. Merci. Vous êtes cadre du RHDP. Merci également à nos consultants du jour, Gaël Aoumalakwa, analyste sociopolitique, Arsène Anouma, analyste politique, et Michel Beta, journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain mercredi. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.